avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde et bienvenue les aventuriers avec aujourd'hui deux aventuriers qui font le tour du monde depuis pas mal de temps déjà, depuis quelques années. On va les retrouver. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, vous êtes également avec votre compagne Jessica. et vous avez décidé il y a quelques temps de prendre vos valises, vos grosses valises pour le coup, pour partir quelques temps faire le tour du monde. Comment ça s'est passé? Quand est-ce que ça s'est décidé? Alors oui, effectivement, on voyage depuis maintenant 3 ans en s'installant dans certains pays pour travailler et quand même survivre, gagner de l'argent et pouvoir continuer à voyager ensuite. On n'est pas du tout voyageurs il y a 3 ans de ça nous a pris un petit peu sur un coup de ras-le-bol, on va dire, peut-être de la France, de la région, de pas mal de choses, voilà, qui ont fait que on a voulu un petit peu voir ailleurs, voir ce qui se passait dans notre région du monde, comment on pouvait vivre, comment on pouvait travailler, voilà, la qualité de vie, la qualité de travail et tout ça dans d'autres pays. N'étant pas super bilingue, on va dire, et super à l'aise en anglais, on s'est dit que voilà, il fallait le perfectionner aussi en voyageant et plutôt choisir un pays francophone. On voulait partir loin, donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi la Suisse ou la Belgique ou des pays vraiment européens trop proches. Donc on s'est dit on va partir bien loin et on a choisi le Québec. Donc il y avait le système du programme vacances-travail, le PVT qu'on appelle, et qui permet aux Français âgés de moins de 30 ans, si je ne me trompe pas, de pouvoir voyager pendant 2 ans. Donc ça c'est votre totale cas vous liberté dans tout le Canada. Guillaume, Voilà, vous avez c'était notre cas. Là, vous avez 28 ans, c'est ça? j'ai 29 ans maintenant, 29 ma ans. compagne a 31 ans. Ouais. Donc voilà, à l'époque, en 2015, quand on a fait la demande, alors c'est un peu compliqué d'avoir le PVT Canada. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, il y a le site pvtis.net qui donne vraiment tous les renseignements. C'est vraiment une pour celui qui veut voyager. Il y a vraiment toutes les informations dessus. Et donc voilà, c'est un peu compliqué à l'avoir parce que c'est tout simplement du tirage au sort depuis 2016. Donc voilà, on est arrivé à l'avoir par vraiment beaucoup de chance. Depuis 2016, il y a des bassins, comme ils appellent. Donc il y a simplement le fait qu'il faut s'inscrire dans des bassins. Il n'y a aucune qualification à avoir, aucun diplôme ou autre. C'est simplement une inscription. Et puis après, il y a un tirage au sort. Alors c'est pour ça que c'est très compliqué de s'organiser parce qu'on peut être tiré au sort du jour au lendemain, comme jamais dans l'année, et donc se réinscrire pour l'année suivante. Si on le refuse une fois, on peut plus revenir, c'est ça? Ah voilà, effectivement, le PVT est donné une seule fois à vie par personne. Donc voilà, nous, il est vraiment fini pour cette fois-ci. Il faudra passer par d'autres visas maintenant. Mais effectivement, le PVT est donné qu'une seule fois. Donc une fois qu'on a reçu, comme quoi on a été tiré au sort, là, on a le choix de l'accepter en commençant les démarches et en effectuant les premiers paiements, parce qu'il n'est pas gratuit, bien évidemment. À partir de là, oui, si on commence les démarches et qu'après on décide de ne plus partir pour X raison ou autre, là par contre, oui, Ah oui, d'accord, c'est si on a commencé les utilisé notre démarches. VDT, voilà. Ok. C'est uniquement si on a commencé les démarches. D'accord. Donc là, à partir du moment où on n'a rien fait, du coup, au final, on ne répond même plus aux demandes. Là, non, là, il donne la chance à une autre personne. Donc voilà, c'est... Vous êtes parti donc au Québec. Ça, c'était en quelle année? En 2016, en mai 2016. Et vous êtes arrivé où au Canada, au Québec? À Montréal? On est arrivé à Montréal. Vous êtes resté combien de temps du coup à Montréal? C'était quoi le plan? Est-ce que c'était de partir dans tout le Canada, faire un périple dans le Canada, ou est-ce que c'était s'installer à Montréal? Alors pour nous, c'était plutôt de voyager tout de suite parce que on avait enfin quitté nos CDI français, notre logement et voilà et toutes nos affaires en France. Donc c'était plutôt voilà de profiter qu'il y avait rien qui nous attachait pour acheter un van et voyager tout autour des États-Unis et du Canada. On s'était programmé ça en 3 mois. 3 mois de voyage, donc voilà, c'est exactement ce qu'on a pu faire, ce qu'on a réalisé durant l'été 2016.
3 mois de voyage en 2016 et vous avez donc acheté votre premier van. Et alors, la spécificité que vous avez, c'est que vous donnez des noms aux vannes que vous avez, puisque ça n'a pas été le seul van que vous avez acheté. Donc, le van du Canada et des États-Unis, comment s'appelait-il? Quel était son petit prénom? C'était Molly. Molly. M-O-2-L-Y. Ouais. Pourquoi? C'est tout simplement c'est tout simplement le petit chien du coach surfeur. Alors, je peux vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est, ceux qui connaissent pas. Mais effectivement, voilà, c'est une des premières personnes qu'on a rencontrées qui nous a beaucoup aidé. Et c'était tout simplement son petit nom au chien qui on a gardé pendant les premiers jours de notre arrivée. Donc voilà, c'était un des premiers signes québécois que l'on a vu dans notre vie. Donc ouais, c'était marrant de lui donner ce petit nom. Justement, les Québécois, vous dites là que vous êtes tombé sur un coach surfeur qui vous a bien aidé. Est-ce que les Québécois, de manière générale, sont avenants, sympathiques, ouverts? Est-ce qu'ils vous aident? Oh là, oui, très, très, très. Ils sont vraiment très gentils. Euh, Comme de partout et comme dans tous les pays, on peut voir de tout. Mais en grosse généralité, ils sont vraiment très accueillants, très serviables. Euh, Ben voilà, après ce grand voyage de 3 mois, on a continué notre PVT de 2 ans. Donc on est resté 1 an et 9 mois à Montréal, à travailler et à vivre auprès des Québécois et d'une grande communauté française aussi qui est quand même bien implantée à Montréal. Mais voilà, tous les Québécois sont vraiment très généreux, très accueillants. Il n'y a pas de vouvoiement aussi. C'est vraiment, c'est du tutoiement. Voilà, ils sont vraiment très proches et non, ils sont super avec le petit accent qui va bien. C'est toujours très agréable de discuter avec eux et de vivre avec eux. Quel décor du Canada et quel décor des États-Unis vous avez vu qui vous a marqué à jamais? Ouais, il y a beaucoup, Il y en beaucoup a de beaucoup, choses. ouais. On a fait 22 000, ouais, on a fait 22 500 kilomètres en 3 mois. Ouais. On a beaucoup, beaucoup roulé. On était un petit peu dans l'euphorie. C'est un petit peu notre regret qu'on a eu. Si je pouvais conseiller, voilà, aux prochains road trippers qui vont faire les États-Unis de vraiment prendre leur temps parce qu'on s'est pas rendu compte de la distance. C'était notre premier voyage et on s'est pas rendu compte de la distance. On était super excités de voir les prochaines choses après. Et en fait, on faisait beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps. C'est un voyage qu'on aurait dû faire en 5-6 mois, qu'on a fait en 3 mois. Donc ouais, on a vu quand même beaucoup de choses. On a fait toute la côte Est, donc en partant de Montréal, en allant jusqu'en Floride, en traversant tout le sud et en remontant tout l'ouest, enfin jusqu'à l'ouest canadien, et en revenant par Montréal, donc par le nord des États-Unis. Vraiment un très grand voyage où il y a eu il y a une grande diversité de paysages. Euh, il y a le désert du Texas, il y a de grands lacs bleu turquoise avec des forêts de sapins canadiens. Il y a la côte ouest américaine, voilà, avec la Californie, Los Angeles, qui est très chill, qui est très surf, voilà, à la cool. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de climat aussi. Ce qui nous a vraiment marqué, nous, et qui nous marquera à jamais, ce sont le lac Moraine, notamment en Alberta. Donc c'est dans l'ouest canadien. C'est un lac d'une beauté exceptionnelle et d'un bleu profond et glacial au milieu des montagnes enneigées et des forêts de sapins. C'est tout simplement le plus bel endroit au monde. Alors, on a déjà eu droit à un récit avec une personne, un coach surfeur qui vous a bien accueilli. Et donc, du coup, vous avez donné à votre van le nom de Molly, qui était le chien de ce coach surfeur sympa. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres sympas, notamment chez les Américains des États-Unis? Oui, oui, bah, il y a eu également Pierre. Pierre est un retraité montréalais, québécois, qui nous a beaucoup aidé aussi au tout début. Ouais, je tiens vraiment à le citer parce que Donc ça, c'est au Canada, voilà, il y a hein, eu ces ouais. deux personnes. Ouais, c'est tout à fait, c'est à Montréal. C'est vraiment les deux personnes qui nous ont beaucoup aidés au début et que vraiment on aurait eu du mal aussi voilà, à faire tout ça. Ça nous aurait aussi coûté plus d'argent dans les hébergements et autres et pouvoir trouver un van aussi rapidement, c'était pas possible. Il faut savoir qu'on a acheté un van vide, on l'a aménagé, on l'a construit nous-mêmes et on a fait tout ça en 2 semaines. Donc ouais, c'est vraiment très rapide. Sans ces deux aides-là, ça aurait été très compliqué.
Et- Mais oui, il y a eu de très belles rencontres tout au long du voyage aux États-Unis, que ce soit des couchsurfers ou des personnes rencontrées par pur hasard et qui ont changé un petit peu le cours du voyage. Alors, dites-moi Guillaume, avec votre compagne, vous avez donc fait ce joli road trip Canada-États-Unis. Ensuite, vous avez vécu carrément à Montréal. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Oui. pour vous qu'est-ce qui est arrivé? Quelle nouvelle étape, quelle nouvelle aventure est arrivée dans votre vie? Ben, malheureusement, le visa canadien 2 ans arrivé à sa fin. Là, c'est en 2018. Donc, on avait dû prévoir le retour en France avec beaucoup d'affaires, là, parce qu'on a vécu 2 ans, donc on accumule toujours un petit peu des choses. On est resté 4 mois en France à l'été à retourner chez nos parents. Heureusement, on a eu cette aide aussi en France, donc pour pouvoir rentrer et remettre un peu aussi de l'argent de côté pour repartir en Australie. Donc voilà, on avait un plan malheureusement, c'est un peu compliqué de rentrer en France. C'est pas la grande joie de rentrer en France. C'est bizarre de dire ça, mais quand on a vécu à Montréal, on n'a plus envie de quitter le Québec. Et donc voilà, on était un petit peu triste de quitter ce si beau Canada. On s'est dit qu'il fallait en profiter pour revoyager et voilà, continuer, on n'était pas encore avec des enfants ou d'autres complexités de la vie qui peuvent freiner les voyages. Donc on s'est dit, on va encore en profiter. Et c'est pour ça qu'on a acheté les deux visas, donc celui de l'Australie et celui de la Nouvelle-Zélande. Donc ce sont là des visas qui s'achètent. D'ailleurs, c'est assez cher pour l'Australie, hein. L'Australie, c'est environ 250 euros environ, Hmm. et la Nouvelle-Zélande, ça doit revenir à 130 euros. Ok, ouais. C'est très simple à avoir, contrairement au Canada. Il suffit de l'acheter et vous l'avez en quelques minutes après. S'il n'y a aucun imprévu, vous l'avez en quelques minutes par email Et, juste après. et alors en plus, est-ce qu'il faut avoir, on dit souvent qu'en arrivant en Australie, il faut avoir minimum 3 000 € sur son compte. Ça, c'est quelque chose qui est vérifié. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Ou est-ce que c'est une légende urbaine? Je pense que c'est plus une légende, à vrai dire. Nous, on y est passé là par la douane australienne et néo-zélandaise. On n'a eu aucun contrôle, aucune vérification de papier, aucun tampon Ouais. sur notre passeport. Ah, Alors, dommage. je voulais un petit peu avoir le tampon australien et Ouais. ouais, néo-zélandais, c'est un petit peu le but du voyage, enfin entre guillemets, le but du voyage. C'est cool aussi de ramener un beau passeport bien complété. Bon, mais maintenant, les lois ont un petit peu changé, enfin, les procédures, on va dire. Et non, je suis allé voir carrément un douanier et il a rien voulu savoir. Et il m'a dit c'est bon, circulez, là vous êtes passé, voilà. Donc non, il n'y a aucune vérification maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font électroniquement. Donc tout est enregistré au préalable sur le passeport, notamment le visa. Le visa est enregistré directement sur le passeport et il suffit simplement de s'enregistrer, de donner son empreinte digitale sur un écran, de se faire photographier encore une fois par une caméra, par un ordinateur, et puis en fait, voilà, tout est détecté informatiquement. Donc ben, on ressent bien que voilà, il y a aussi un peu moins de douaniers et que c'est juste au cas où qu'il y a des douaniers derrière, mais non, on est passé très facilement les deux douanes. Avec votre compagne Guillaume, vous avez donc commencé par l'Australie. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Racontez-nous en quelques mots votre périple australien. Alors en Australie, c'est la première étape, ça a été d'arriver à Melbourne, Ouais. où nous avions aussi une connaissance, donc on s'est dit que ça pouvait nous aider. L'itinéraire qu'on avait prévu, c'était d'aller traverser le désert jusqu'à Uluru. Uluru, qui est le fameux rocher rouge en plein milieu du désert, donc dans le Red Center, et recontinuer le chemin jusqu'à Sydney en passant donc en traversant toute la côte est. Donc voilà, tout simplement, on est arrivé à Melbourne en début septembre, donc c'est la fin de l'hiver là-bas. Étant donné que c'est l'hémisphère sud et que bien évidemment les saisons sont inversées. Donc voilà, l'hiver était un petit peu plus compliqué là, la fin de l'hiver, on s'attendait pas à un froid comme ça. Il y a une légende aussi là qui dit qu'en Australie il fait jamais froid. Non, c'est vraiment faux parce que on s'est quand même bien gelé à Melbourne. Melbourne, c'est quand même dans la partie sud de l'Australie, donc ouais, les températures étaient plutôt de 4-5 degrés au matin là dans le van. Hmm. Donc c'était un peu plus compliqué.
Mais voilà, le début de notre aventure australienne a été d'arriver à Melbourne, de visiter tout en cherchant un van à acheter. Et ça s'est fait également en 15 jours. Et donc 15 Donc jours là, on plus a tard, acheté vous un aviez le van, par van. contre, un van tout Ouais. aménagé, tout équipé, avec vraiment énormément de choses à l'intérieur, des choses qu'on ne s'est jamais servi même, et des choses inimaginables. Mais voilà, c'est vraiment là un pays totalement différent des États-Unis et du Canada. On ressent que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont vraiment des pays où il y a une forte communauté de backpackers, donc c'est-à-dire de voyageurs qui arrivent juste en sac à dos, qui achètent des vannes, qui voyagent et qui les revendent 1, 2, 3 mois après. Voilà, donc là c'est vraiment très facile de trouver un van qui est déjà tout équipé ici. Et combien ça coûte du coup un van tout équipé que vous avez acheté comme celui que vous avez acheté en Australie? Alors après, ça peut varier beaucoup par rapport aux saisons, par rapport à là où on est. Donc voilà, tout dépend en été, en hiver. Nous, notre van coûtait 4 000 $. Ouais. Donc c'est pas très cher. Il y avait un peu de tout là. En tout cas, nous, on a trouvé que on avait fait une bonne affaire. Dans notre période, en fin d'hiver, c'était aux alentours de 6 000 $, 7 000 $. Ce qui représente, donc nous, 4 000 $, ça représente environ 3 000 € environ. Mhm. Donc c'est pas un gros budget, on a pensé faire une bonne affaire. Euh, et puis surtout qu'il était tout équipé. Donc voilà, ça c'était vraiment un gros plus, il était ready to go, donc il était vraiment prêt pour le voyage. Alors, il s'appelait Josie, hein, ce van. On l'a appelé Josie, Voilà. effectivement. Et pourquoi Josie cette fois-ci? Josie, c'est tout simplement le nom de ma grand-mère qui m'a quitté l'année précédente. D'accord, donc il a pris le nom de la grand-mère en souvenir de ta grand-mère Guillaume. Alors Tout à fait. quatre Tout à fait. merveilleux mois en Australie. Vous êtes passé, vous l'avez dit, depuis Melbourne jusqu'à Sydney. Vous êtes passé également par le centre, les forêts tropicales. Qu'est-ce qui vous Oui. aura le plus marqué finalement? Effectivement, les forêts tropicales étaient une de mes meilleures régions. C'est vraiment le nord du Queensland, donc le nord-est de l'Australie. Donc c'est aussi une fois après avoir traversé tout le désert, ça fait vraiment plaisir de revoir du vert, du bleu de l'océan, de la civilisation. Et ouais, ça marque. On a traversé, je crois, environ 4 000 kilomètres de désert australien, qui apparemment est l'un des plus arides au monde. Hmm. Donc c'était vraiment assez compliqué physiquement et psychologiquement de traverser le désert. Ça représente, je crois, Madrid-Moscou au niveau de l'Europe, donc ça fait quand même une belle distance. Et le nord, la partie nord-est du Queensland est assez, c'est tropical, c'est assez pluvieux, donc c'est beaucoup vert, il y a de très belles forêts, bien denses, et avec de belles randonnées et des plages paradisiaques et désertes. Donc une de mes plus belles régions, je pense que c'est aussi le nord du Queensland. Et une autre région que j'ai bien aimée, c'est vraiment le sud de l'Australie, aux alentours de Melbourne, quand on part dans le sud-ouest non, dans le sud-est, pardon, le sud-est de Melbourne. Ça fait beaucoup penser à la Tasmanie ou à la Nouvelle-Zélande aussi, avec des collines verdoyantes et des routes un petit peu, voilà, sinueuses là qui partent un petit peu sur les collines. Donc ouais, non, ça c'est je pense les deux plus belles régions moi, dans mes favorites. Vous avez publié parce que donc on en parlera tout à l'heure, mais vous avez évidemment un blog et une page Facebook qui s'appelle Wake Up and Travel sur vos aventures. Et vous avez donc publié sur Wake Up and Travel quelques chiffres essentiels de votre road trip pour l'Australie. Alors pour deux personnes, vous évoquez donc 118 jours en Australie, dont 103 passés dans le van, 13 120 kilomètres parcourus. Seulement 12 euros d'autoroute, ça j'ai bien aimé. Y a pas de péage là-bas. Et non, il n'y a pas de péage comme aux États-Unis, comme en Australie, comme en Nouvelle-Zélande. Ouais, il y a pas d'autoroute, il y a pas de. Ben, il y a des autoroutes, Ouais, mais elles c'est pas les sont mêmes qu'ici, bien ouais. Ouais. moins entretenues que les nôtres, bien évidemment. Et voilà, donc du coup, elles sont pas du tout entretenues, elles sont gratuites. Voilà, donc c'est vrai que nous en France, on paye, on râle parce qu'on paye, mais on a de très belles autoroutes
sécurité. On est beaucoup plus en sécurité aussi sur nos autoroutes. Donc voilà, c'est des pays totalement différents. Donc je citais bien les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas d'autoroute payante et c'est pour ça que ça fait une énorme part du budget dans un voyage comme ça. 715 euros de nourriture, donc 184 euros par mois, 6 euros par jour à peine. Comment on fait pour se nourrir avec à peine 6 euros par jour? Dites-nous donnez-nous votre secret, Guillaume. Euh, le secret, C'est le de pas secret, c'est manger. beaucoup se priver de nourriture. Non, 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 on évite de sauter des repas parce que c'est quand même important. Ouais, non, on marche quand même beaucoup aussi, donc on a besoin de quand même manger, mais on se prive pas mal sur la nourriture. On fait déjà aucun restaurant, aucun fast-food. Le peu de fast-food qu'on a fait, à vrai dire, c'est McDonald's qui offrait des hamburgers, les tout petits hamburgers à 1 $. Donc ça représente 60 centimes. Donc voilà, ça revient moins cher de manger 2 hamburgers McDonald's que aller s'acheter des fruits et légumes. Donc ça, c'est arrivé peut-être 5-6 fois à Sydney là. Mais sinon, on se prive pas mal et on essaye de manger économiquement. Alors les bons plans des road trippers, voilà, donc des voyageurs, il faut cuisiner assez simplement. Il y a notamment la semoule qui peut se manger chaude ou froide, Mhm. donc en salade ou accompagnée d'une petite sauce barbecue ou ketchup, tout simplement, avec une tranche de jambon. Voilà, c'est des plats vraiment de bébé, tout simples, mais qui coûtent vraiment pas cher parce que notamment la semoule est cuite en 3 minutes. Il faut simplement faire enfin, chauffer de l'eau. Une fois qu'elle bout, on l'arrête. Donc on économise beaucoup de gaz, contrairement au riz ou aux pâtes. Les pâtes qui sont cuites au moins en 10 minutes, Ouais. comme le riz en 10-15 minutes. Donc c'est voilà, c'est des petits conseils comme ça de voyageurs qu'on apprend au fil du temps à économiser un petit peu de gaz par rapport à la nourriture. C'est des petites choses toutes bêtes, mais multipliées par 118 jours, bah, ça fait des petites économies à la fin. 715 euros de nourriture, on le disait à l'instant, et 715 euros également pour les activités loisirs, voilà, tout ce que vous avez pu faire, détente. Qu'est-ce que vous avez fait comme loisir? Qu'est-ce qui vous a coûté au final 715 euros? Je sais pas moi, des cours de surf par exemple? Et non, malheureusement, on Eh n'a même non. pas pris de cours de surf. Enfin, en tout cas, c'était plutôt gratuit. On est toujours arrivé à choper des bons plans aussi comme ça. Ce qui nous a coûté le plus cher en Australie, c'est la côte Est. La côte Est est assez touristique, assez bling bling, on va dire. C'est un peu la Côte d'Azur française. Donc, c'est là où il y a beaucoup de. Bah, il y a Sydney quand même qui est pas très loin. Il y a Brisbane aussi en grande ville. Voilà, c'est un peu une côte qui coûte cher, mais il y a surtout la Grande Barrière de Corail, qui est quand même une chose unique dans le monde à aller voir. Il y a des archipels avec des couleurs magnifiques de bleu turquoise et de sable blanc qui viennent se mélanger sur la sable, sur la plage. Hmm. Donc ça, ben, c'est des excursions en bateau ou en avion, parce que ça peut être vu que comme ça. Donc là, malheureusement, ça a coûté un petit peu cher. Encore une fois, il y a des sites comme Groupon ou BookMe qui permettent de faire des petites économies sur des excursions. Mais principalement, c'est ça qui a coûté le plus cher parce qu'encore une fois, on se prive pas mal. On se prive sur la nourriture, mais on se prive aussi un petit peu sur les activités. On est obligé de choisir un peu de temps en temps des choses gratuites ou des choses que, ben non, ça coûte trop cher, on va éviter de le faire. Ou alors des choses que, bon, ça coûte cher, mais on est obligé de le faire. Voilà. Le très bon exemple, c'est la Grande Barrière de Corail. On est venu en Australie, si on quitte l'Australie sans voir la Grande Barrière de Corail, c'est un peu dommage. Ouais. C'est comme Uluru, voilà, ça coûte cher aussi, il faut payer le pass d'entrée. Mais on a traversé tout le désert, c'est pas pour juste pour le désert, c'est aussi pour aller voir quand même le rocher le plus célèbre de l'Australie. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on est obligé quand même de payer et de faire. Mais ça reste raisonnable, 700 et quelques euros, ça reste très raisonnable. On se prive un petit peu, mais on essaie de faire les choses essentielles. Quels sont les jobs du coup, ou en tout cas les activités non rémunérées mais en woofing que vous avez pu faire en Australie? Donc voilà, le woofing ou le LX, c'est sur le site où on est enregistré.
On s'est créé un compte, donc c'est très simple, le LPX. Vous avez un accès pour environ 20 euros, un accès pour 2 ans sur le site et dans tous les pays du monde entier. Donc ça nous sert aussi bien pour le Canada, pour l'Australie ou pour la Nouvelle-Zélande. Ce site permet tout simplement de rencontrer des locaux qui ont besoin de main-d'œuvre ou qui ont simplement l'envie de rencontrer des étrangers, d'échanger la culture, la langue, des façons de cuisiner, des façons de faire, des façons de vivre. Donc voilà, on fait de très belles expériences en LPX et on a notamment à Auckland, là en Nouvelle-Zélande, on a notamment travaillé comme apiculteur. Proche de Melbourne, on a eu l'occasion aussi de faire prof de français une petite matinée dans une super école donc de Melbourne en Australie. On a fait Génial. top modèle aussi ma compagne surtout a fait top modèle pour une nouvelle ligne de vêtements chez une personne qui avait un site internet de vente en ligne de Excellent. vêtements. Ouais. Et voilà, des petites expériences comme ça, assez marrantes, voilà, qu'on peut rencontrer grâce à LPX, Workaway ou Woofing, là, les 3 sites prioritaires, enfin, principaux dans le monde, qui permettent cet échange de culture et de bons procédés. Ouais, non, c'est une belle chose à faire. Ça permet aussi d'économiser, parce que ce système de travailler quelques heures par jour pour la personne, le couple ou autre, en échange d'un logement gratuit et d'un repas aussi tous les jours. Donc voilà, ça permet de faire des petites économies contre quelques heures de travail qui sont la plupart du temps agréables. C'est pas non plus très, très compliqué. Allez, on part de l'Australie, on décolle de l'Australie pour aller direction la Nouvelle-Zélande. C'est là où vous vous trouvez actuellement. D'ailleurs, vous y êtes arrivé quand en Nouvelle-Zélande, Guillaume? On est arrivé le 2 janvier, on a Ouais. vendu le van en Australie le 1er janvier. Ok. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté de vendre un van Ouais. en voulant quitter le pays. Là, c'était l'exemple. Ça s'applique plutôt ici pour l'Australie parce que le Canada, on voulait vivre après, donc on n'avait aucune difficulté à vendre le van, on avait du temps. Là, ici en Australie, on était plutôt à la recherche, voilà, de vouloir vendre le van le plus rapidement possible. On était en plein été, donc c'était aussi la bonne période pour nous pour vendre le van. Mhm. Et tout simplement, on a pris notre temps, on a mis des annonces un peu partout sur Facebook et on a vendu le van, voilà, sur un coup de tête là le 1er janvier. Donc, aussitôt, on a acheté les billets, on est parti pour Auckland en Nouvelle-Zélande le 2 janvier. Donc ça s'est fait assez rapidement Et ça, en termes de et, papier, tout et ça, c'est pas trop facilement. compliqué de vendre un van, en termes d'assurance, tout ça, ça se fait rapidement. Oui, ça se fait rapidement. Ça se fait beaucoup plus rapidement qu'en France, en tout cas. Hmm. Et très simplement, la Nouvelle-Zélande est encore plus facile que l'Australie. L'Australie est un grand pays, est une grande île où il y a différents États et chaque État résonne différemment. Donc voilà, c'est comme si vous achetiez un véhicule en Camargue, mais que vous ne pouviez pas le vendre aussi facilement en Bretagne. Donc voilà, ça a des petites particularités comme ça qu'il faut faire attention. En Nouvelle-Zélande, c'est très simple, c'est vraiment aussi moins cher que l'Australie. Il suffit simplement de se présenter à la poste dans une poste néo-zélandaise et de remplir un papier qui est en plus déjà fourni. Vous n'avez même pas besoin de l'imprimer et vous n'avez plus qu'à payer 10 dollars, ce qui représente 6 euros et le véhicule est à vous en 2 minutes. On est donc arrivé le 2 janvier avec vous en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui s'est passé déjà depuis le 2 janvier, Guillaume? Alors le 2 janvier, donc on a été effectivement une dizaine de jours dans un LPX, une famille allemande et néo-zélandaise qui nous a accueillis en tant qu'apiculteurs. Donc on les a aidés pendant une dizaine de jours tout en cherchant le van. Et c'est le 12 janvier qu'on a pris la route en direction du nord de l'île du Nord, donc jusqu'à la pointe, le Cap Prenga. Et alors là, du coup, vous avez donc retrouvé un van avec un nouveau nom à ce van. Oui, voilà, donc on a effectivement acheté un van donc très rapidement le 12 janvier, Ouais. tout équipé bien évidemment, un van
un camper van, comme on appelle ici aussi. C'est vraiment un van tout équipé, prêt pour le voyage, qui est habitué à faire le tour de la Nouvelle-Zélande tous les 2 mois. Donc, Qui change, on il a va de donné main un en petit main. nom. C'est très fréquent ici en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des véhicules qui restent entre voyageurs. Donc, encore une fois, c'était des BV, c'était aussi des Camarguais qui avaient ce van. Donc, on s'est senti à l'aise aussi d'acheter ce van à des Camarguais, à des personnes de notre région qui parlaient aussi notre langue, effectivement, et qui étaient aussi un peu âgés, voilà, qui n'avaient pas la vingtaine, ils avaient presque la quarantaine. Donc ça nous a un peu donné confiance, voilà, pour le van. Pour l'instant, il roule très bien. On peut rien lui cacher. En tout cas, là, là, ça marche très très bien. Et puis on lui a donné un petit nom. Également le nom d'une personne qui nous a quittés donc dans la famille de ma compagne. Donc voilà, c'est traduit en maori. D'accord. Et alors du coup, on veut avoir le petit nom de ce van. Alors c'est Marama. Marama. Ok. Bon, alors il y a toujours beaucoup de sentiments derrière les noms que vous donnez au van et ça c'est vraiment très joli. Donc là, vous avez le van, ça y est. C'est Oui. un peu c'est un peu notre maison pendant quelques Ouais. Ouais. mois. Alors ouais, ça a toujours un petit peu une certaine valeur, bien que ça vaille pas la valeur d'une maison, mais oui, voilà, ça a quand même une valeur. On a quand même tout dedans et ouais, si on le perd, on perd toutes nos affaires et on peut perdre pas mal de choses dans un voyage. Donc ça gâcherait un peu tout. C'est pour ça qu'on donne des petits noms et pour nous Et Guillaume, ça euh, nous tient à cœur. est-ce qu'on peut se caler où on le souhaite quand on est en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire on voit une jolie plage, on voit une jolie forêt, etc. On peut se caler, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que potentiellement la police peut venir nous embêter en nous disant qu'on n'a rien à faire ici et qu'il faut aller sur le parking spécial caravane? Ouais, et oui, effectivement, non, c'est pas la totale liberté non plus. On a vraiment un sentiment de liberté là quand on voyage, mais on est quand même restreint à la loi principale qui dit qu'on ne doit pas dormir dans un véhicule n'importe où. Donc il y a des aires qui sont aménagées par rapport à ça. On les appelle les free camps. En tout cas pour ceux qui sont gratuits. On peut en trouver des low cost qui sont financés, qui sont offerts par par le gouvernement, on va dire, donc australien ou néo-zélandais. Et puis après, vous avez tout simplement les campings, là, ceux-là qui offrent de meilleurs services, qui sont bien évidemment plus chers, qui ressemblent un peu à nos campings français, avec par exemple une piscine, un spa, des douches, des cuisines. Voilà, là, ça ressemble un peu plus au camping. Après, nous, on se base bien évidemment pour des petits budgets au free camp, principalement. Donc les campings gratuits qui sont aménagés par le gouvernement, en tout cas, ou par les villes par les conseils généraux, peut-être qu'on pourrait appeler chez nous. Et puis voilà, ils sont tout simplement aménagés avec des toilettes publiques, gratuites, parfois des douches. Quand ça va très bien, c'est parfois des douches. Ouais. Euh, mais principalement, voilà, c'est des aires de parking ou des aires, des champs dans la forêt. On suppose qu'ils ne servent à rien et au final qui sont offerts gracieusement aux voyageurs. Et du coup, si jamais il n'y a pas de douche, est-ce que vous avez acheté une petite douche solaire, histoire d'avoir toujours un peu d'eau si Oui, jamais... voilà. ouais, j'imagine, ouais. Effectivement, il y a les douches solaires qui fonctionnent très bien. On les teste depuis les États-Unis, depuis 3 ans. Hmm. Ouais, ouais, ça chauffe très bien. Quand c'est en plein soleil, toute la journée, on a de l'eau presque bouillante le soir. Donc limite, faut faire attention. Mais Ouais. sinon, il y a quand même des douches de plage, alors qui sont la plupart du temps froides. Ou alors il y a des aires de repos avec des douches froides ou chaudes. On a trouvé aussi des espèces d'aires de repos, on va dire, sur les autoroutes, qui offrent aussi des douches proches de Burger King, de McDo ou autres comme ça. Il y a aussi le fait d'aller dans dernièrement, là, il y a 2 jours, notre dernière, c'était dans un centre aquatique. Donc on a tout simplement demandé si on pouvait non pas aller se baigner dans la piscine, mais au moins aller prendre une douche. Elle nous l'a offert gracieusement. Voilà, dans une salle de musculation aussi, en demandant gentiment et en disant
qu'on est voyageur de France. Ça fait toujours un peu plaisir à rencontrer. Et puis, on fait de belles rencontres en même temps. Et puis, la plupart du temps, ils nous offrent une douche. Donc, voilà, il y a des petites choses comme ça, des petits conseils de voyageurs qui circulent aussi entre nous, entre chaque voyageur, via des applications ou via le bouche à oreille, quand on rencontre d'autres Français ou d'autres voyageurs. Ben, on se donne les différents tips et puis au fur et à mesure, ça reste gravé entre chaque voyageur. Et puis maintenant, les douches sont connues un petit peu partout. Et dites-moi, Guillaume, lorsque vous quittez le van, quelques minutes, quelques heures, une journée complète pour aller découvrir un endroit, vous n'avez pas peur de ce qui pourrait arriver, que quelqu'un vienne éventuellement vous voler vos affaires, parce que voilà, c'est pas une maison dans laquelle il y a une porte énorme blindée avec 3 alarmes, etc. et un chien qui montre les dents, quoi. C'est juste un van, quoi, finalement. Donc c'est plutôt facile de pouvoir s'y glisser si on est un voleur. Oui, après, comme on le dit souvent, on n'est pas en France ici. C'est quand même bien plus safe, bien plus sécuritaire qu'en Europe. Ils ont d'autres mentalités, ils ont d'autres cultures. Ils raisonnent pas forcément à aller chercher, à voler dans ceux qui ont encore moins que eux. On n'est que des voyageurs. Voilà, ouais, il y a probablement mieux à chercher dans une maison. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses à voler chez les voyageurs qui ont juste un sac à dos. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas trop de récits de voleurs. Malheureusement, il y en a quelques-uns, mais on fait toujours. Voilà, non, il y a pas trop de risques de ce côté-là. Alors, on en parlait au début de cette émission. Vous avez une page Facebook, un blog qui vous accompagne pendant tous vos voyages. Ça s'appelle Wake Up and Travel. D'ailleurs, j'aime bien le petit logo que vous avez fait. On y voit 2 personnes, un garçon et une fille qui marchent en se donnant la main avec des gros sacs à dos et des jolis chapeaux sur la tête. Et donc, Wake Up and Travel, voilà, on est avec vous pour le voyage. Je suis allé évidemment faire un petit tour sur notamment la page Facebook de Wake Up and Travel. Il y a des photos et surtout il y a des vidéos qui sont impressionnantes qui ont été faites avec un drone. Comment vous avez eu ces photos, ces vidéos réalisées avec un drone? Est-ce que c'est votre drone qui vous accompagne pendant tout votre voyage ou est-ce que ce sont, je sais pas moi, ce sont d'autres personnes qui vous ont réalisé ces photos? Comment vous vous êtes débrouillé pour ça? Non, non, c'est effectivement mon petit Sparky. Lui aussi, il a un nom. Donc, mon Décidément, tout Sparky le monde a un nom, hein. qui s'envole et qui. Ouais. Il faut bien, ça a de la valeur et ça a un peu de sentiment aussi. Pour nous, ça nous aide pas mal à faire de belles photos et de vidéos. Un de notre plus gros regrets pour notre premier voyage aux États-Unis et Canada, c'est d'être parti un petit peu à la cool, sans appareil photo de qualité, sans ordinateur, sans rien. Et on regrette parce qu'au final, on a créé la page pour ce premier voyage. On pensait jamais faire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, à vrai dire. On a pris goût à faire partager tous nos voyages, à essayer de faire découvrir aussi un petit peu autre chose que la France et voilà, d'aller faire voyager ceux qui pouvaient pas, ceux qui ont peut-être pas les moyens et tout ça, ou ceux qui n'ont pas peut-être le courage aussi de le faire. Donc voilà, c'était quelque chose de gratuit à proposer à notre famille et puis au final ça a pris de la valeur et de l'ampleur et donc maintenant on est à un peu plus de 2500 personnes qui nous suivent. Donc on touche généralement 30 000 personnes par nos posts. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui nous a qui s'est développé, qui tend, mais on aime ça. Et donc c'est pour ça que cette fois-ci en Australie et Nouvelle-Zélande, on a un peu plus financé voilà le côté matériel en partant avec nos ordinateurs, en partant avec un nouvel appareil photo, un trépied. Enfin voilà, c'est du matériel, c'est du poids aussi. C'est aussi de la valeur monétaire, donc on y fait attention. Mais voilà, ça nous permet notamment le petit Sparky là, nous permet de faire de beaux clichés, de belles vidéos aériennes, voir des choses qu'on n'a pas la possibilité de voir, à part d'aller sur Google Maps peut-être. Ouais. Mais ouais, ça nous permet de voir d'un autre point de vue encore et d'un point de vue plus aérien. Alors si je peux me permettre Guillaume, moi j'ai une affection particulière pour les vidéos que vous avez tournées dans lesquelles on voit votre van souvent en plein désert
où que ce soit d'ailleurs. Hein. Et on voit donc le van circuler en plein désert seul sur une route où vous êtes absolument seul, une route qui est un peu sinueuse d'ailleurs, hein, que j'ai en mémoire. Un petit peu. Et donc ce drone qui vole, qui survole juste au-dessus de vos têtes et qui vous suit, c'est assez hallucinant. On se croirait vraiment dans un magazine du genre Thalassa ou un truc comme ça, quoi. C'est des gros moyens, hein, c'est Hollywood. Je, vous- je- je vous remercie, je vous remercie beaucoup. Je suis pas encore à la hauteur du Peter Jackson néo-zélandais. Ah, ça viendra, ça viendra. Mais ouais, Mais justement, tiens, j'essaye de m'améliorer petit à petit. en termes de loi, Guillaume, je sais que en Europe ou en tout cas en France, c'est compliqué de faire voler un drone n'importe où. Il faut avoir des autorisations maintenant. On peut pas le faire voler un drone dans une ville, etc. J'ai l'impression que là c'est beaucoup plus free, non, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ou alors vous avez fait ça à la sauvage. Non, surtout pas. Non, il y a effectivement beaucoup de lois à respecter, Ouais. comme en France. Hein, en tout cas, voilà, il y en a ici aussi. Il y a des réglementations. Mais après, ouais, ce que j'allais dire, c'est que dans le désert, ben, il y a vraiment personne. Donc oui, là, on peut voler vraiment en toute sécurité, tranquillement. Là, ça dérangera vraiment personne sur des milliers de kilomètres. Mais oui, on peut pas voler en ville. En tout cas, on a dans chaque pays des applications. Il y en a en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je les télécharge à chaque fois, je les regarde. Il y a les réglementations, tout simplement 120 mètres d'altitude maximum ici, pas voler au-dessus des gens. Voilà, en tout cas des choses comme ça à respecter, pas en ville bien évidemment, pas proche d'une base militaire, pas proche d'un site nucléaire, d'une éolienne. Voilà, des choses comme ça qui peuvent mettre en danger ou détruire des choses, des propriétés privées aussi. Ouais. Quand on survole un champ avec des moutons, ben, les moutons appartiennent à quelqu'un, ça peut les effrayer, je sais pas, ça peut aller bien plus loin, mais il faut juste faire attention. Après, si tout le monde essaie de respecter au maximum, parce que des drones, il y en a de plus en plus, donc voilà, il faudrait que tout le monde arrive à respecter ces réglementations, parce que sinon elles vont devenir de pire en pire, et ben, malheureusement, on pourra plus voler nulle part, quoi. Donc voilà, c'est une des choses aussi à faire attention. J'essaye moi d'en faire au maximum. J'aimerais en faire beaucoup plus, mais malheureusement, il y a des parcs nationaux aussi. Là, je citais les zones un peu protégées. Les parcs nationaux sont souvent interdits parce que voilà, c'est protégé, c'est des environnements protégés. Et donc voilà, il y en a. Ou alors des zones créées par les Maoris aussi, qui sont interdits d'être filmés, ou par les aborigènes en Australie. Donc c'est des lieux un petit peu sacrés, cultes, et on peut même pas les filmer au sol. Donc voilà, c'est des petites choses à respecter. Est-ce que vous avez trouvé pour ce grand voyage, ce grand périple, des partenaires pour vous accompagner? Alors, j'entends financièrement dans votre trip, votre road trip. Financièrement, non, malheureusement, on n'est pas encore trop connu. On a environ 2500 fans, followers sur Instagram et Facebook, mais on ne peut pas encore se permettre de vivre grâce à nos sponsors. J'aimerais citer le Ready to Go, qui est un site communautaire qui aide les voyageurs à se préparer au voyage en question d'hébergement, de logement, de santé, d'assurance et tout ça. Donc voilà, c'est un site qui, lui, par contre, nous a un petit peu aidé financièrement. Donc voilà, après ça, c'est Financièrement, c'est-à-dire une très belle aide qu'on a appréciée. là, il y a eu un petit partenariat qui a été fait, réalisé entre vous. Oui, là, il y a eu un partenariat financier. On a touché un petit peu d'argent en contrepartie d'une communication, de création d'articles, de partage de photos, de vidéos, voilà, des choses comme ça. Génial. Ok. Et c'est vous qui êtes allé les démarcher ou c'est eux-mêmes qui sont venus jusqu'à vous? Il me semble que c'est moi qui suis allé démarcher principalement, parce que, comme je disais, voilà, on n'a pas non plus encore 100 000 followers, donc c'est plutôt moi qui démarche les entreprises, les compagnies, voilà, et j'essaye d'avoir des remises, des sponsors. Je peux en citer d'autres aussi. Il y a Michelin qui nous a offert un guide pour l'Australie. Il y a les guides voire de Hachette qui nous ont offert aussi un guide pour la Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des petits sponsors voilà, qui nous ont aidés. Il y a CAO Outdoor qui nous a pas mal financé en tant que, enfin, matériellement,
qui nous ont offert du beau matériel de camping et qu'on utilise, qu'on teste encore depuis l'Australie. Donc ça fait maintenant 5-6 mois là qu'on les utilise. Voilà, c'est des petits sponsors qui nous aident soit matériellement, soit financièrement. Et ça nous aide pas mal et ça nous fait bien plaisir. Bon, mais en tout cas, on a entendu que lorsqu'on était voyageur comme vous, au long cours, il est possible, lorsqu'on a pas mal de followers, comme pour vous c'est le cas, un peu plus de 2000 vous le disiez, eh bien il est possible de créer éventuellement quelques partenariats. Voilà, ça peut être toujours sympa. Merci beaucoup Guillaume. Vous saluez votre conjointe de notre part évidemment. Elle fait partie. Là, elle est à côté de vous ou pas du coup? Elle est pas tout à fait à côté. Elle est pas à restée côté, ouais. au bar. Là, on a fait une rencontre avec des Belges et des Français. Donc voilà, on était dans un bar irlandais. Ouais, on entend que ça crie bien derrière. Là, il est quelle heure chez vous? Ici, il est 10h30. Ça commence à chahuter. C'est 10h30 aussi, mais du soir. Voilà, on est en D'accord. avance de 12 heures sur vous. Mais ouais, donc du coup, là, c'est l'heure où on a sorti les bières. Eh ouais, là, On l'entend, là, ça ouais. s'excite dans le bar à côté. Alors, je suis dans une rue, je vais essayer de m'éloigner un petit peu, mais Non, tout va les bien. Irlandais aiment bien la bière, donc Si j'aime bien la bière ici aussi. si c'est tranquille et si c'est paisible, tout va bien. Tout est paisible. Il n'y a aucun Guillaume, problème. on vous retrouve sur Wake Up and Travel pour aller découvrir votre page Facebook, vos aventures. N'hésitez pas, moi je le redis, il y a vraiment de très très belles photos et il y a vraiment de très 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 belles vidéos avec notamment les vidéos faites avec le drone. Donc allez-y absolument, faut pas rater ça parce que ce qu'on voit là, on peut le voir quand on allume France 2, France 5 et d'autres chaînes qui proposent des reportages, des magazines voyage. Vraiment, ça a la même qualité, donc bravo, un grand bravo à votre drone et puis Merci beaucoup. et puis à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis à très bientôt pour prendre de vos nouvelles. Vous nous donnez régulièrement des petites nouvelles. Vous pouvez nous envoyer des petites photos sur le groupe du podcast Les Aventuriers. N'hésitez surtout pas. Hein. Ok, ça sera fait avec plaisir. Et puis Je une partagerai ça. petite carte postale également et on est bon. La traditionnelle Parfait, carte ça sera postale. fait. À bientôt Guillaume, merci à vous. Ça sera fait. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.